Nous vous recevons aujourd'hui pour la dernière conférence du mois du logiciel libre 2012. Cette conférence a pour thème aujourd'hui Framabook, ou le pari du livre libre. Et nous recevons pour cette conférence Alexis Kaufmann, qui est donc le fondateur du site Framasoft, un annuaire de logiciels libres, dont dépend en fait la collection Framabook, qui sont en fait des livres sous licence libre. Et le deuxième intervenant est Benjamin Jean, qui est auteur d'un des Framabook et qui est spécialiste des licences libres. Donc tous les deux vont vous expliquer un petit peu, d'une part, ce qu'est Framasoft, Framabook et les enjeux des licences libres par rapport aux droits d'auteur et à la création. Et je voulais juste vous signaler que la bibliothèque a dans le fonds informatique un certain nombre de ces ouvrages, si par la suite vous souhaitez les emprunter. Ils sont également disponibles sur la source, donc la borne de téléchargement de contenu libre qui se trouve dans le hall. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Bonjour, donc je m'appelle Alexis Kaufmann, merci d'être présent parce qu'on a été accueillis sous un magnifique soleil à Limoges, mais j'imagine que ça peut aussi donner quelques envies de promenade dans les parcs, etc. Donc nous, en fait, on va aller du simple au complexe et du général au particulier. Je vais évoquer peut-être rapidement les logiciels libres. Ensuite, qu'est-ce que Framasoft? Il y a de nombreux projets dans Framasoft, dont un des projets phares, qui est notre collection de livres libres. Et dans cette collection de livres libres, en Framabook, eh bien, il y a un volume que Benjamin a bien voulu rédiger et qui concerne les licences libres, tout l'univers des licences libres. Donc voilà. Question traditionnelle, tout d'abord, quels sont ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un logiciel libre? D'accord. Et qui ne connaissent pas Framasoft? Ah, non, ça me fait plaisir. Et ni qui est Richard. Quels sont ceux qui ne savent pas qui est Richard Stallman, qui est intervenu ici il y a 2 ans? D'accord. Non, je dis ça parce que tout à l'heure, avant de commencer la conférence, donc ça, il y a un des livres de notre collection qui est consacré à Richard Stallman, qui est un des pères fondateurs du logiciel libre. Et comme l'exemplaire, c'est assez rare d'avoir un exemplaire, l'exemplaire est dédicacé. C'est assez rare d'avoir un exemplaire dédicacé en libre service dans une médiathèque. Donc moi, j'ai pris une photo pour l'anecdote. Parce que nous, on n'a plus d'exemplaires dédicacés de Richard Stallman. Donc, alors le logiciel, je vais quand même rappeler ce que c'est qu'un logiciel libre. Enfin, pas forcément, mais en tout cas, les 4 libertés qui le définissent et qui sont intéressantes également dans la mesure où elles ne sont pas forcément uniquement, elles se rapportent pas forcément uniquement au logiciel libre. Il y a de très 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 nombreuses en ce moment expériences pour justement plonger ces 4 libertés en dehors du logiciel. Ça peut être dans les encyclopédies, dans plein de choses. Tout d'abord, donc les 4 libertés, et ces 4 libertés qui sont, Benjamin précisera pourquoi, et ce sont des libertés qui sont données à l'utilisateur. Donc nous sommes sur une définition qui est tournée vers l'utilisateur. Et alors tu diras ensuite où est l'auteur là-dedans, etc. Bien entendu, mais voilà. Donc vous avez la liberté d'usage. Donc lorsque vous vous retrouvez avec un logiciel ou éventuellement autre chose qui est sous licence libre, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel système où bon vous semble, etc. Vous avez la liberté d'étude, ça c'est intéressant. C'est-à-dire je peux essayer de... on m'offre la possibilité de comprendre comment un logiciel fonctionne ou un autre produit fonctionne. Ça va pas spécialement de soi. Il y a de nombreux systèmes, de nombreux produits qui n'offrent pas cette possibilité. Ou alors on a cette possibilité, mais elle nous est interdite a priori. Par exemple, je pense aux iPhones, par exemple, où vous n'avez pas, si vous voulez un peu savoir comment ça fonctionne, et éventuellement pouvoir l'adapter à vos besoins. Je lisais un article il n'y a pas longtemps où par exemple, la batterie d'iPhone ne fonctionne pas très très bien. On pourrait l'optimiser, elle ne dure pas assez longtemps. Et il y a des petits bidouilleurs qui ont
qui, en cassant entre guillemets le verrou qui permet d'étudier l'iPhone, ont réussi, d'abord, on appelle ça jailbreaker dans le milieu autorisé, et qui ont bidouillé de telle sorte que votre iPhone peut tenir beaucoup plus longtemps. Mais ça, c'est interdit. Pourtant, ils l'ont fait parce que ils se désespéraient un peu que la batterie ne dure pas assez longtemps. Bon, alors toujours est-il que vous avez la liberté d'étude, la liberté de modifier. Donc justement, je prenais cet exemple pour la modification, c'est-à-dire l'amélioration, l'adaptation à vos besoins, etc. Et puis, la quatrième liberté, c'est la liberté de copie, la liberté de distribution. Cette liberté-là, elle se dirige vers l'autre. Parce que si c'est pour le distribuer, c'est pour le copier, c'est pour le donner à quelqu'un. Et c'est d'ailleurs sur cette liberté-là que s'agrègent justement les... Parce qu'on parle beaucoup de la communauté du logiciel libre ou des communautés du logiciel libre. C'est avec sur cette liberté-là que ça s'agrège. Donc 4 libertés assez simples. Remarquez par exemple que ça ne parle pas d'argent. Alors où se situe le commerce, le gratuit, pas gratuit. Bon, ce sera l'occasion un peu d'en discuter aussi avec Benjamin, je pense. Et puis, ces libertés-là ne s'adressent... Alors, elles ont été justement définies pour la première fois notamment par M. Richard Stallman dans les années 80. Et il l'a fait... C'est pas tant qu'il a créé qu'il a fondé ces 4 libertés qui définissaient le logiciel libre, c'était surtout un mouvement de résistance. C'est-à-dire que Richard Stallman était universitaire au MIT à Boston. Et la tradition universitaire, c'est bien de partager le savoir, de constamment ajouter des théories, etc. Et notamment dans le domaine informatique de l'époque. Et il n'y avait pas du tout... l'informatique de l'époque se partageait comme les mathématiques se partagent encore aujourd'hui, heureusement, à l'université. Or, certains ont voulu fermer le code pour en tirer profit. D'ailleurs, ils ont plutôt bien réussi, comme Bill Gates, Steve Jobs, etc. Mais Stallman, lui, d'un coup, il avait l'habitude, dès que quelque chose fonctionnait, d'avoir la possibilité de comprendre et de réparer le code pour que ça fonctionne. Ben là, il y avait une fin de non-recevoir, tout d'un coup. Pour l'anecdote, c'est parce que tout d'un coup, il ne pouvait plus imprimer quelque chose et que le constructeur de l'imprimante ne lui laissait plus accès au pilote, au driver de l'imprimante, qui s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, faisons en sorte que le code, le logiciel, conserve les libertés d'avant. Et il a créé la licence GPL, qui est une des licences libres les plus connues. Voilà. Donc, 4 libertés. Et moi, c'est vrai que moi, j'ai découvert le logiciel libre. Moi, je suis utilisateur, je ne suis pas développeur, je ne suis pas informaticien. Et il y a 10 ans, quand j'ai découvert ça, donc usage, étude, modification, distribution, je me suis dit, on tient là un écosystème. Avec le numérique qui se développe, ça va être très intéressant dans le monde logiciel, mais ça peut être aussi très intéressant dans d'autres environnements. Notamment, je pense à l'encyclopédie Wikipédia. Je trouve que c'est un exemple intéressant parce que l'encyclopédie Wikipédia d'abord repose sur un logiciel libre qui s'appelle MediaWiki, qui est donc un logiciel de wiki qui permet très facilement de pouvoir non seulement lire, mais surtout écrire sur des pages web. Et Framasoft, c'est un peu né de ça, c'est-à-dire référençant dans le monde francophone tous ces logiciels libres qui sont en plein développement, classons-les, testons-les, offrons un service sur un site aux internautes pour d'abord les faire connaître, faire bien comprendre la différence entre un logiciel gratuit, logiciel libre, etc. Et puis pour inciter les gens à les utiliser. Parce que moi je viens du milieu éducatif, je suis enseignant.
Et je trouvais que là, on tenait quelque chose de tout à fait pertinent pour un usage public en tout cas. Voilà, donc ça c'était il y a 10 ans. Et si je reprends l'exemple de Wikipédia, là, qui repose sur un logiciel libre, si on prend un article Wikipédia, c'est juste pour illustrer les 4 libertés, vous avez évidemment la liberté de lire l'article, liberté d'usage, où que ce soit, a priori. Et puis vous avez la liberté d'étude. Vous cliquez sur historique d'un article, puis vous avez toutes les différentes versions qui s'enchaînent, que vous pouvez consulter. La liberté de modifier, bien entendu, sinon ça ne fonctionnerait pas bien. Vous cliquez sur le bouton modifier, et puis c'est magique, à vous d'enrichir l'article. Et puis, la copie, la distribution, vous pouvez, pourvu que vous respectez certaines règles, parce que la licence c'est la Creative Commons, peut-être que Benjamin en parlera de manière... Tu l'évoqueras si on veut. En tout cas, la licence vous autorise à copier, à distribuer le contenu de l'article. Voilà. Alors pour revenir à Framasoft, qui est donc, dont on a fêté les 10 ans dernièrement, voilà, c'est un réseau de sites fait par des utilisateurs qui propose un ensemble de services dont l'objectif c'est de faire connaître et diffuser le logiciel libre au plus large public possible. Donc on a cette espérance d'essayer de toucher un vaste public, même si on n'y arrive pas toujours forcément très bien, si dans le milieu d'éducation par exemple il y a beaucoup à faire encore, etc. On va les passer très très rapidement puisqu'on va se concentrer sur un des projets, sur le projet de livre. Alors au niveau du timing, cher Manuela. Bon. Alors, on a passé l'annuaire, c'est ça ? Notre projet phare. Voilà. C'est un annuaire qui référence plus de 1500 logiciels libres, donc qui est assez pratique si vous cherchez tel logiciel qui répond à tel besoin. Qui est accompagné par un forum, histoire que les questions-réponses aient un côté direct, convivial, relationnel, humain, etc. Donc par un forum. Les pages jaunes du logiciel libre, oui. D'accord. On continue dans les projets. Donc une clé USB. Alors cette clé USB c'est intéressant parce que... Alors moi j'ai démarré ça vraiment tout seul. J'ai démarré ça dans le 93 dans un collège à Bobigny. J'avais besoin pour un projet pédagogique qu'on voulait faire avec une collègue de français via des pages web dans la salle informatique du réseau de notre collège. Et puis donc, petit à petit, j'ai amassé quelques petits logiciels que je trouvais pratiques. Je me suis dit, tiens, je vais les partager. Et j'ai commencé par les partager sur le site du collège, quoi. Et je me suis un peu pris au jeu. J'avais l'impression qu'il y avait un espace vide, Internet ayant horreur du vide, là. Il y avait pas vraiment de gens qui me parlaient de logiciels libres de manière plus ou moins pédagogique, entre guillemets. Dans le monde francophone, parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, il y avait l'informatique libre, c'était surtout beaucoup de Linuxiens, entre guillemets, ou de GNU Linuxiens. Un peu une affaire de spécialistes, et puis des développeurs, des collègues informaticiens qui n'avaient pas forcément le temps ni les compétences pour passer beaucoup de temps sur la documentation, ou sur la communication, ou sur l'information autour des logiciels qui produisaient, quoi. Voilà, donc ça s'est fait vraiment. C'était pas du tout un projet. Il n'y avait aucune préméditation de quoi que ce soit. D'abord pour cet annuaire, et puis ensuite pour des clés, parce que l'intérêt de la clé, c'est que vous avez sur un tout petit périphérique, un peu comme les bornes, etc. Vous avez un ensemble de logiciels libres, mais qui sont directement exécutables sur la clé. Avec le temps, on a réussi aussi à mettre Linux dessus au démarrage, quoi. Donc, du coup, ça faisait connaître Linux au grand public, et ça leur montrait que c'était
tous les progrès effectués et qu'il n'y a pas fondamentalement de grandes différences avec, notamment avec Windows. Si mes affirmations sont péremptoires, ensuite on pourra en discuter. Voilà la clé qu'on a fini aussi par vendre. Là aussi, notre expérience, une boutique en ligne, etc. Et qui ont été aussi redistribués dans différentes régions. Oui, c'est vrai, voilà. Oui, c'est vrai que cette clé-là, nous on proposait des briques avec un package où vous aviez plein de logiciels libres sous Windows et puis aussi la distribution Linux. C'est sous licence libre. Nous d'ailleurs, on a intégré ça alors que c'est d'autres personnes qui au départ, c'était des Américains qui ont proposé ces petits logiciels libres sous Windows directement installables. Nous, on l'a francisé, on a fait quelque chose d'un peu joli. D'autres, à leur tour, notamment des institutions, je pense au Conseil général, enfin, en Île-de-France. En Île-de-France, le Conseil général d'Île-de-France a inondé les lycées. Les lycéens notamment, en leur offrant à chaque lycéen, entrant en seconde, une clé, floquée Île-de-France, etc., qui non seulement offrait un espace aux lycéens, mais également leur permettait de découvrir et d'utiliser le logiciel libre. Donc, et puis, il y a eu beaucoup d'autres institutions. Et il y a d'ailleurs eu des sociétés qui sont greffées sur ces clés pour professionnaliser un peu, offrir d'autres services et créer entre guillemets, du business sur ce que Framasoft avait plus ou moins mis en place. Tout à fait. Avec parfois de la reconnaissance, parfois un peu moins. Ça arrive. Alors, arrivent les Framabook. Là encore, c'est fortuit, c'est-à-dire que ça n'avait pas été... On proposait sur le site, en parallèle de l'annuaire de logiciel libre, il y a des gens qui commençaient à rédiger des petits tutoriels, des petits modes d'emploi pour s'approprier tel ou tel logiciel. Des petites choses d'une dizaine de pages sur le site. Et puis, en 2006, un de nos collaborateurs, Georges Silva, avait, de manière individuelle, était en train de rédiger un livre avec une maison d'édition qui s'appelle Oreilly, mais Oreilly France. Peut-être que vous connaissez Oreilly, mais à l'époque, il y avait aussi une antenne française qui n'existe plus. Et donc, il avait un projet il était en train d'écrire un livre autour du logiciel client de messagerie Thunderbird de la Mozilla Foundation. Il avait fini en fait, et justement, l'antenne Oreilly France, pour des politiques américaines, etc., ferme. Donc, on se retrouve, le livre qui devait être publié chez Oreilly, au final, non seulement il n'est pas publié, mais Oreilly France ne savait pas trop quoi faire. Alors, l'auteur a commencé par racheter, pas racheter, mais en tout cas récupérer ses droits, parce qu'il y a toujours des histoires de droits, c'est compliqué, des contrats d'édition, etc. Et une fois qu'il a eu ses droits, comme il travaillait avec toi, il s'est dit, bon, Banco, pourquoi ne pas le publier sous licence libre et essayer d'en faire, comme il avait la qualité, il avait été travaillé avec Oreilly, c'était un 300 pages, un truc sérieux, quoi, un truc solide. Eh bien, essayons de le proposer sous licence libre et puis essayons aussi d'en vendre des versions papier. Et puis c'est là que le slogan est arrivé. Pourquoi le pari du livre libre? C'est que le pari, c'est en plaçant un livre sous licence libre. Bon, nous, en tant qu'association à but non lucratif qui faisons la promotion du logiciel libre, ça rentre tout à fait dans ces objectifs. C'est-à-dire, à partir du moment où on va essayer peut-être, à la fin, j'essaierai de voir ou de lister les différences entre éditer quelque chose sous licence libre, éditer un livre sous licence, et puis l'éditer sous une licence plus classique, où on dit copyright classique, enfin, je ne sais pas comment l'appeler. Enfin, tout droit réservé ou certains droits réservés. Bon, là, en termes de diffusion, c'est clair que ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que le premier, là, le Thunderbird, c'est diffusé par voie électronique à des centaines, à des dizaines de milliers d'exemplaires, par des centaines de milliers d'exemplaires. La version intégrale PDF sur Internet, quoi. Mais on a aussi voulu faire en sorte que de vendre des éditions papier, des livres,
pour que l'auteur s'y retrouve, et puis pour montrer que en le diffusant, on le fait connaître. À l'époque, en 2006, il y avait pas vraiment les liseuses, donc de toute façon, c'était vraiment... parcourir un bouquin à l'écran, c'était pas forcément très, très agréable. Imprimer 300 pages, ça vous coûte plus cher que de lâcher le bouquin relié, etc. Et comme il y avait un éditeur qui était aussi un peu engagé dans le livre, qui s'appelle toujours Libro Veritas, on a un partenariat avec lui, il nous a offert tout son service d'imprimerie et de distribution. Et on a sorti ce premier livre sur Thunderbird, qui n'est pas présent là, mais entre parenthèses, Thunderbird, qui est un client de messagerie, ça revient un petit peu maintenant. L'intérêt revient pour ce logiciel, parce que comme on s'est un peu tous éparpillés dans les webmails, Gmail, Yahoo Mail, etc., et qu'on voit bien que la question des où vont nos données, comment elles sont utilisées, c'est une question qui prend de plus en plus d'importance. Il y a beaucoup de gens qui décident de rapatrier leur message sur leur ordinateur, et ce genre de client de messagerie est bien utile, quoi. Donc c'est un logiciel qui n'a pas forcément perdu de sa pertinence, même si c'est vrai qu'avec le temps, on s'est mis de plus en plus à utiliser à titre privé, en tout cas, des mails, des boîtes mails sur Internet. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Et puis en plus, nous, on a choisi d'être très... Il y a différentes licences Creative Commons, mais nous, on a choisi d'avoir une licence qui concerne vraiment les 4 libertés que je vous ai citées tout à l'heure pour le logiciel libre, donc qui s'applique pour le livre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la liberté d'étudier le livre ou de le modifier? Ça veut dire ne pas avoir accès que le format PDF, c'est un bon format d'affichage ou d'impression, mais pas pour la modification. Donc vous aviez aussi ce qu'on appelle les sources du livre, en version intégrale. En l'occurrence, je crois que ça avait été fait avec le traitement de texte OpenOffice, je crois. Donc vous aviez accès sur le site, vous avez toujours accès sur le site d'ailleurs, à des versions où vous pouvez directement adapter, modifier le texte. Et pour la petite histoire, ce livre, donc en 2006, en 2008, le logiciel a connu une nouvelle version majeure. Il est passé de la 1 à quelque chose à la 2. Et nous, on s'est dit, ce serait peut-être bien de suivre aussi l'évolution du logiciel sur notre bouquin, parce que sinon le bouquin, si vous décidez de faire des bouquins sur les logiciels informatiques, ça devient vite obsolète, parce qu'il faut quand même les suivre. Et l'auteur d'origine, Georges, n'avait plus tellement de temps ou d'énergie ou de motivation, je ne me souviens plus très bien, mais toujours est-il que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la suite. C'est un autre auteur qui a pris la suite et qui a rédigé la version de tout ça. C'était autorisé par la licence, quoi. Du moment qu'on respecte bien la paternité de l'original, tout est bien cité, etc. En respectant les termes de la licence qui peuvent être... il y a des nuances. Mais voilà, c'était aussi original. C'est tout d'un coup, un autre auteur est arrivé. Ça permet de mettre à jour, même si l'auteur d'origine, pour X raisons, ne peut ou ne veut pas faire ce travail. Ça, c'était pour le premier livre. Alors ensuite, il y a eu notre best-seller. Je ne sais pas si on a ici un exemplaire du best-seller. Je l'ai vu. Non, on n'a pas de best-seller ici. Vraiment, le livre qui s'est vraiment bien vendu, c'est un livre qui permettait de passer de système d'exploitation Windows à Linux, qui s'appelle Simple comme Ubuntu. Parce qu'il est arrivé, parmi les nombreuses distributions Linux, est arrivé une distribution qui était quand même bien orientée grand public, et qui permettait de franchir le saut plus facilement. Ceci étant dit, franchir le saut de ça, passer de Windows, de toutes ses habitudes, etc., à un autre système d'exploitation Linux où ça change, c'est pas si évident. Et dans ces cas-là, pour certains logiciels complexes, accompagné par un livre, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Vous l'avoir à côté pour feuilleter. Et donc le livre Simple comme Ubuntu, comme il est en plus, l'auteur était très très réactif pour suivre. C'est tous les 6 mois l'Ubuntu change en fait. Et donc nous on arrivait, une fois qu'il y avait la nouvelle version d'Ubuntu, une semaine après, nous on proposait. Ça c'est aussi intéressant comme modèle un petit peu original par rapport à l'édition classique, c'est qu'on est vraiment capable de suivre
quasiment en temps réel les nouvelles versions du logiciel. Une semaine après, nous, on proposait, si Ubuntu changeait de version, le livre aussi, quoi. Le livre, et comment, en version numérique, mais aussi en version papier, parce que comme on tire en petite quantité, chez une Libro Veritas pour celui-là, à coût de 50 ou 100 exemplaires, voilà, on est très réactif. Et ce qui était aussi intéressant avec l'ouvrage Ubuntu, c'est que c'était l'un des premiers sur lequel on avait un rôle entre guillemets d'éditeur. Donc on aidait l'auteur à avoir un livre de qualité. Bon, c'était le premier, donc on n'était pas forcément très au point. Le premier opus est sorti avec pas mal d'erreurs de typo, de choses qui auraient été corrigées par un éditeur traditionnel. Mais alors on a plein de contributeurs, plein de personnes qui nous ont envoyé des mails nous disant ben voilà ce qu'il faudrait corriger, ceci, cela, ceci, cela. 2 jours après, la version qui était en vente était la version corrigée de l'ouvrage. Ce qui est intéressant aussi dans cette logique d'ouverture, d'échange, de collaboration. Et aussi, je comptais l'évoquer plus tard, mais la manière dont les gens s'adressent à nous pour nous signaler des bugs, des fautes, c'est pas du tout. On n'est pas dans une relation de consommation classique. Parfois, pour d'autres produits, c'est un scandale. Je vous ai acheté ceci, j'ai remarqué que ceci n'était pas bien rédigé. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Comme la licence est libre, comme la version numérique est disponible, comme ça s'inscrit quand même, j'ai envie de dire, comme dans une certaine philosophie, entre guillemets, en tout cas dans un mouvement, les gens sont vraiment bienveillants, quoi. Et nous aident à améliorer les ouvrages, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est assez caractéristique. Il ne faut pas qu'il y ait non plus trop de fautes. Mais il y a toujours des petites coquilles, ou des conseils, des suggestions à apporter pour les nouvelles versions. S'il faut donner, alors pour best-seller, qu'est-ce que ça veut dire best-seller? Alors j'ai pas vraiment des chiffres exacts, mais disons que le Ubuntu, il a dépassé 6000 ou 7000 exemplaires de papier. Et dans l'édition informatique francophone, qui est en fait qui reste une niche, hein. Moi, quand je discute avec les éditeurs professionnels comme Erol, parce qu'on a aussi collaboré avec des gros éditeurs, ils vous disent que 2000 exemplaires d'un livre informatique, voilà, ils rentrent dans leurs frais, ils sont contents à 2000 exemplaires, quoi. Donc là, avoir dépassé les 6000... sachant en plus que on n'était pas sur Amazon, on n'était pas à la Fnac, etc. C'est pas si mal. Et en tout, d'ailleurs, tous les Framabook, depuis je sais qu'on a dépassé les 10 000 il y a quelques temps, de 10 000 versions livres, quoi. Voilà, donc on a commencé par faire des bouquins sur notre cœur de cible, sur ce qu'on faisait sur l'ensemble du réseau, c'est-à-dire sur des logiciels particuliers. Ça peut être donc Thunderbird. L'idée de Thunderbird, c'était à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui utilisaient Outlook Express, donc c'est passé d'Outlook Express à Thunderbird. Pour simple comme Ubuntu, passer de Windows à Linux. On a fait un truc sur OpenOffice, passer de Microsoft Office à OpenOffice. Enfin, il y avait toujours cette idée de migration, d'accompagner les gens à découvrir le logiciel libre et voir à l'utiliser au quotidien. Je pense à LaTeX aussi, qui est très utilisé dans mon universitaire et qui est très très riche comme éditeur de texte, mais qui est assez complexe. Et puis on a bifurqué aussi dans on allait au-delà du logiciel. Ça a commencé avec justement la biographie de Richard Stallman, qui est intéressante parce que on n'a même pas demandé son autorisation à l'auteur pour commencer le travail. C'est-à-dire qu'il y avait un journaliste américain, Sam Williams, qui, il y a quelques années, en 2006 aussi, je crois, avait consacré un livre à Richard Stallman. Il avait un petit peu fouillé sa vie, il l'avait rencontré quelques fois. Et Stallman avait imposé à ce journaliste, il a dit d'accord, je collabore, mais je veux que ton livre soit sous licence libre. Le journaliste, qui connaissait pas grand-chose au début d'ailleurs, ça a posé quelques problèmes avec l'éditeur du bouquin de départ, mais ça s'est fait. Et donc on s'est retrouvé avec un livre en anglais, consacré à Richard Stallman, et rédigé il y a 6-7 ans, sous licence libre. Et
Et moi, je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas de livre consacré à un des personnages pour moi les plus importants des personnages contemporains les plus importants de ce siècle, hein, carrément, j'ai pas peur de le dire. Et donc il n'y avait rien en langue française, alors que vous avez moult biographies sur des gens totalement insignifiants. Ça c'est un point de vue personnel. En remarquant que la licence libre, ça veut dire aussi une liberté d'adaptation, donc de traduction. Et comme au sein de l'équipe Framasoft, il y a aussi une petite équipe de traducteurs bénévoles, on s'est dit banco, essayons. Alors évidemment, on traduit souvent des articles, traduire un livre, c'est une autre paire de manches, hein, mais essayons un petit peu de voir comment on peut traduire ce bouquin. On a commencé un très très grand nombre. Alors ça pose plein de problèmes de qualité éditoriale. Si chacun traduit des morceaux avec son style, il faut au moins harmoniser au niveau du glossaire, etc. Les mots. Ensuite, c'est compliqué. Hein. Mais moi en tout cas, j'avais mis ça sur un wiki et puis j'avais laissé faire en me disant, on verra bien si les gens sont motivés. Et au bout d'un an, la moitié avait été traduite. Mais traduit par petits bouts, justement, avec plein de personnes différentes qui étaient passées sur le wiki. Et donc on appelle ça souvent, on avait travaillé en mode complètement bazar, quoi. C'est-à-dire on avait mis ça sur un wiki et puis qui même me suivre. Au bout d'un an, il y avait donc une bonne moitié qui avait été fait. Je me suis dit on peut pas s'arrêter là. Je voyais bien que les participations s'essoufflaient. On a essayé de reprendre le projet, mais en mettant un peu plus. Donc, si je parlais de bazar, il y a une opposition dans le monde du logiciel libre entre le bazar où ça grouille et la cathédrale où il y a une structure, une hiérarchie forte, etc. Donc, on a décidé de mettre un peu de cathédrale dans le bazar, c'est-à-dire de désigner un animateur qui allait suivre les choses. Et cet animateur, Christophe Masuti, s'est dit peut-être qu'on pourrait contacter Stallman pour lui dire que on est en train de traduire sa biographie. Et en le contactant, Stallman a dit « Oui, mais moi, je n'aime pas ce livre, j'en fais pas sa publicité parce qu'il y a des contre-vérités, ça me plaît pas beaucoup ce qu'il y a dedans. Donc, je veux bien que vous fassiez ce travail, mais laissez-moi toucher 2-3 petites choses, parce que ça me va pas. » Bon, alors, Christophe qui s'occupe de ça dit « D'accord. » Et les 2-3 petites choses se sont transformées en quasiment 30% du livre. Enfin, il a pas arrêté de retoucher. Mais comme c'est un scientifique, c'était que du factuel. Hein, quand le journaliste se permettait de le qualifier, de qualifier Stallman je sais pas moi, quelqu'un de un peu radical ou quand il y avait un jugement de valeur, ça il a laissé. Par contre, s'il y avait des choses dans l'histoire entre l'open source, le logiciel libre, GNU, Linux, ça il était imperturbable. Donc il a touché beaucoup de choses. Donc c'était toujours donc on a une œuvre de traduction collective autorisée par la licence. Arrive l'auteur par-dessus qui rajoute des choses. Pas n'importe quel auteur, c'est un des pères fondateurs du logiciel libre. Et donc on s'est dit là c'est quand même quelque chose d'original. Et on allait voir les éditions Erol qui est un grand éditeur du monde scientifique en fait, universitaire et scientifique, qui ont accepté de sortir le projet avec nous, après moult discussions sur la licence. C'était la première fois qu'ils travaillaient avec une licence comme ça, complètement libre. C'était en l'occurrence la GFDL, c'est ça ? Oula, jury très compliqué pour les contrats. Enfin, on y est arrivé. Donc, on est assez fiers de ce bouquin qui est assez original. Et en plus, là où Stallman a remis, là où l'auteur a modifié, ça apparaît très clairement. C'est en grisé, on voit bien c'est intéressant de voir ce qu'il a apporté par rapport à l'édition originale. Voilà. Et puis j'arrive enfin à l'un de nos derniers ouvrages, et non des moindres, parce que qui est le livre de Benjamin, qui s'intitule Option libre. Parce qu'en fait, je vous ai cité les 4 libertés, puis je vous ai dit, voilà, c'est ça. Hein, quand un logiciel possède ces 4 libertés, c'est un logiciel libre, mais c'est pas aussi simple que ça.
Il y a une multitude de licences libres qui ont leur spécificité, leur histoire, qui correspondent à des besoins particuliers. Il y a des licences libres dites permissives et d'autres qui ne le seraient pas. Enfin, qui le seraient moins, pardon. C'est intéressant parce que, par exemple, moi, c'est toujours un petit paradoxe, c'est que vous pouvez, donc, dans les 4 libertés, vous avez la liberté de modifier, d'adapter, d'améliorer et de redistribuer. Mais vous pouvez modifier en changeant la licence. Et notamment en modifiant et en fermant. Ça, vous pouvez. Il y a certaines licences qui vous autorisent à faire ça. Et donc, en modifiant, vous avez la liberté soit de continuer, soit de reprendre la licence d'origine ou de continuer à en faire un logiciel libre, soit carrément de le fermer. Donc, vous avez la liberté de fermer. Il y en a d'autres, par contre, qui vous imposent de ne pas fermer, qui vous imposent que toute modification restera libre. Et donc, il y a quelque chose. Donc, soit on vous impose la liberté, soit vous avez la liberté de fermer, quoi. Donc, il y a des nuances dans cet univers des licences libres. Et nous, sur nos forums ou un peu partout dans les commentaires, en rencontrant les gens, vous voyez que les gens posaient plein de questions. Les Creative Commons avec les différentes clauses, pourquoi, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas faire. Dans le monde open source aussi, les gens ne savaient plus trop quelle licence adopter. Donc ça correspondait à un vrai besoin. Benjamin, qui est vraiment un spécialiste de tout ça, qui se passionne pour tout l'aspect juridique autour du monde du libre. Bon, ça fait plusieurs années que je travaille au corps pour qu'il nous sorte ce livre qui correspondait à une attente, en fait. Et voilà, il est enfin sorti. Et je vais lui laisser la parole pour qu'il vous le présente plus en détail. Tu veux pas enchaîner sur les autres projets avant? Peut-être qu'il y en reste, je crois. Je le ferai après, s'il reste du temps. Ouais. D'accord. Là, c'était fluide, là. Ok, ouais, excuse-moi. Donc, bonjour, enchanté. Oui, donc je crois que c'était en 2006 ou 2007 qu'Alexis je suis aussi adhérent de l'association Framasoft, membre du conseil d'administration, donc je fais partie de cet écosystème. Et en discutant, il me disait, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait mettre en place, sur lequel il faudrait travailler. Un livre qui essaierait de concentrer un peu toutes les connaissances ou toutes les réflexions relatives à l'usage des licenciés. Sachant que j'ai moi-même rejoint Framasoft à l'origine parce que sur les forums qu'on a vu tout à l'heure, la Framagora, qui est un peu le lieu où beaucoup de développeurs, beaucoup de gens sur Internet se rejoignent, il y avait de plus en plus de questions juridiques et des questions qui m'intéressaient parce que je suis de formation juriste, de le cursus juridique classique. Donc moi j'ai essayé d'y apporter des réponses, mais on s'aperçoit que forcément les gens n'ont pas toujours connaissance des réponses qui ont été apportées à d'autres et on se retrouve à se répéter sans arrêt. Donc j'avais participé à la création d'une association qui s'appelait Veni Vidi Libri, diffuseur de licences libres. Le but c'était sur un site internet de mutualiser toutes ces connaissances et d'aider les développeurs ou les créateurs à utiliser les licences libres. C'était vraiment l'origine, l'objectif de notre réunion, de cette association. Veni Vidi Libri qui était hébergé sur Framasoft et qui en fait était un peu une association sœur ou cousine de Framasoft. Donc voilà, cette discussion avec Alexis il y a de longues années, je m'étais dit ça va être pas trop dur parce qu'en fait j'avais déjà écrit beaucoup de choses sur le sujet. En fait j'ai passé 4 ans je crois sans que ça avance plus que ça. J'avais des idées, il y avait d'autres écrits qui se rajoutaient mais toujours de façon dispersée. Et l'ouvrage, il a vraiment le mérite. En tout cas, j'ai travaillé 1 an, cette dernière année dessus, pour essayer de concentrer et surtout d'harmoniser, d'en faire un vrai livre et pas agréger les contenus que j'avais pu écrire à droite à gauche. Et donc voilà, ça a donné ça. J'en suis assez content. Et je suis d'autant plus content que ce soit fait dans le cadre de la collection Framabook, qui a été évoquée, même décrite par Alexis, parce qu'on rentre dans cette logique de collaboration, de possibilité d'évoluer. Je fais un livre sur les licenciés, bon, je vais aller plus après sur le sujet, mais c'est quelque chose qui est en pleine construction. Ayant travaillé des heures et des heures dessus, je ne suis pas capable de dire dans 1 an quelles sont les pratiques, par exemple, autour des licences.
J'ai une vision, mais je suis sûr que d'autres personnes écriront d'autres licences, trouveront d'autres façons de créer du business autour du logiciel libre. Donc je m'interroge, j'essaye de mettre ces réflexions là-dedans. Dans un an, ça sera différent, mais j'essaierai de mettre à jour l'ouvrage, justement pour s'adapter, pour suivre les évolutions. Après, je reviendrai. J'avais fait ce schéma. Il y a 2 jours, j'intervenais à Brest sur l'édition numérique. Et en fait, ce qui était assez intéressant dans le cadre de la collection Framabook, c'est qu'on c'est une association qui aide des auteurs à créer du contenu. Et en termes de droits d'auteur, on a plein de... Par exemple, donc Richard Stallman, je ne sais pas si on voit ma souris, ouais, voilà. Richard Stallman, à l'origine, comme le disait Alexis, c'est un auteur qui est écrit en langue anglaise et qu'ensuite on traduit et on rajoute à notre auteur. Nous-mêmes, quand je dis nous, c'est une association, mais en fait, les contributeurs, c'est les bénévoles. Donc imaginons qu'il y ait 20 personnes qui traduisent l'ouvrage d'un ouvrage qui est écrit par une personne et une dernière personne qui, elle-même, rajoute ses contributions, sachant qu'il y a certaines personnes qui ont géré, animé, dirigé, par exemple, la traduction. On se retrouve avec plein de titulaires de droits. Plein de personnes qui ont des droits d'auteur. Dans un contexte traditionnel, c'est très dur à gérer. En tout cas, ça serait des contrats de 30 pages probablement qui seraient enverrés à chaque auteur. Là, nous, on a réussi à le faire de façon assez simple parce qu'à l'origine, il y avait une licence qui avait été choisie, la GNU FDL, et qui permettait en fait ce type de construction. Un monde sans copyright, pareil, c'est un ouvrage qui est, à l'origine est en anglais, qu'on a traduit. On a fait un gros effort de traduction, mais aussi de compréhension, parce qu'en fait, notre langage, les notions qui étaient les siennes, n'étaient pas forcément les mêmes en France. Pour nous, tout ce qui est domaine public, tout ce qui est... je ne sais plus les termes exacts, mais on s'est retrouvé en cours de traduction à se dire, mais non, en fait, quand il utilise ce mot-là dans tel contexte, il veut dire ça. En tout cas, pour nous, ça veut dire ça. Dans tel autre contexte, ça veut dire ça. Donc, on a eu un gros travail aussi de contextualisation. D'autres exemples, bon, ça c'est une traduction aussi, ça non, ça c'est un ouvrage qui a été fait en partenariat avec OpenOffice, je crois, avec l'association OpenOffice. Ça aussi c'est un bon exemple. Le copyleft, on ne le voit pas, mais appliqué à la création hors logiciel. En fait, c'est Antoine Moreau qui est intervenu récemment dans ces mêmes lieux, qui a publié sa thèse dernièrement, il a soutenu, publié sa thèse. Donc c'est un énorme opus, pas forcément simple à digérer comme ça. Depuis le début, on voulait le publier dans la collection Framabook, et on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire sans réduire, en fait, sans en faire un livre peut-être de 300 pages, 200 pages, mais quelque chose qui soit, entre guillemets, plus grand public. Ce travail, lui, il n'a pas envie de le faire, parce que d'une part, ça demanderait beaucoup de temps, et d'autre part, il croit vraiment à cette possibilité pour d'autres personnes de contribuer à leur tour sur ce que lui-même a fait. Le projet autour de ce livre, c'était de mettre les sources à disposition, et c'est dommage que je n'ai pas fait une capture d'écran, mais en gros, inciter les personnes à contribuer en disant, voilà la thèse, voilà les sources, prenez, découpez, créez autour de ça, et au final, on en fera un livre. C'est un projet qui est en cours, qui n'est pas du tout terminé. Donc ça, c'est assez intéressant. D'autres remarques aussi juridiques, et toujours pour comparer avec l'édition traditionnelle. Là, donc Framabook, géré par l'association Framasoft, on a un coordinateur qui est Christophe Mazuti. Inebro Veritas, c'est un imprimeur qui joue aussi le rôle d'éditeur. On a travaillé avec lui de façon non exclusive. On ne s'est jamais engagé à ne travailler qu'avec lui. Bon, au bout d'un moment, il s'est trouvé que ça n'allait plus. Bon, pour des raisons qui n'est pas nécessaire d'évoquer, mais on a décidé de partir. On n'avait aucune exclusivité. Et il se retrouve que maintenant, tous les livres qui étaient là, ils sont ici. Donc on est allé chez un autre. Mais toujours pareil, parce qu'on est dans un contexte de non-exclusivité. On s'empêche, on est libre. Alors, on verra qu'il y a des contraintes, mais ça permet beaucoup plus de choses. Par contre, Inebro Veritas peut toujours imprimer et vendre nos livres. Ouais. Même si, entre guillemets, ça se passe moins bien avec lui en termes de partenariat. Ce qu'il a fait pour quelques-uns des... Voilà. Par exemple, je crois que c'est Un monde sans copyright. Un monde sans copyright a été publié donc, sur Altramenta directement. Non, je ne suis pas sûr. Non, sur Lulu. Sur Lulu. Voilà, il a été publié sur Lulu parce qu'en ce moment-là, on était un peu en froid avec Inebro Veritas. Lui-même l'a republié sur son propre site et en proposant l'impression à la demande. Ok. On a travaillé aussi avec Erol, pareil.
sur un opus, ce qui ne nous empêchait pas nous-mêmes de mettre la version PDF, par exemple, en ligne sur notre site, et ce qui aurait pu permettre à, imaginons une Libre Veritas, mais à toute autre personne, de publier, d'imprimer le même ouvrage. La licence le permettait. La licence le permettait, mais ça a été vraiment des discussions longues avec Erol en disant d'accord pour le PDF, mais attendez 3 mois après la sortie du livre, etc. Bon, ils ont des logiques commerciales, mais ils ont pensé que le fait que la version intégrale numérique soit en ligne, ils pensaient que ça allait impacter négativement les ventes, alors que nous, on leur disait non, ça va se diffuser, ça va se répandre, de plus en plus de gens vont le connaître. Mais après, on n'a pas vraiment de chiffres pour étayer une thèse ou l'autre. Hein. Mais nous, en tout cas, mais je pense que ça, en tout cas, ça a contribué à le faire connaître. Il y a eu il y a eu aussi des papiers dans la presse, etc. D'autant qu'on a l'avantage, mais aussi parce qu'on est association, si ce n'est qu'on a maintenant, en tout cas, on aura très prochainement 2 salariés. Donc c'est une association avec une logique quand même entre guillemets, de petite entreprise. Mais on a l'avantage de ne pas rechercher le profit. C'est-à-dire qu'effectivement, Erol, ses seuls critères, c'est est-ce que j'aurais pu plus gagner? Si oui, dans ce cas-là, je ne le referai plus. C'est un peu l'idée. Nous, qu'est-ce qu'on recherche? On a réussi à avoir une plus grande diffusion parce qu'on a bénéficié des canaux de distribution d'Erol. Et par ailleurs, on a eu une grande diffusion numérique aussi. Donc pour nous, c'était tout bénef. Ceci dit, dans le pari, il y a aussi le pari qu'il y a un modèle économique et que les auteurs qui passent énormément de temps s'y retrouvent. Alors, quand on discute avec Erol ou d'autres, la principale motivation d'un auteur qui va écrire quelque chose qui a d'assez spécifique lié à l'informatique, aux nouvelles technologies, c'est pas l'argent, parce que vous allez passer beaucoup plus de temps parce que si vous vendez à 2000 exemplaires et que les contrats sont à 8%, bon, c'est pas énormément d'argent par rapport à un an de travail pour un livre. Mais on veut quand même montrer que les livres papier se vendent, quoi. Mais en tout cas, mais du coup, avec ce modèle-là, il y a des gens qui ont acheté, alors que ils pouvaient le lire en ligne, et puis en plus, les liseuses sont de plus en plus de qualité à chaque fois supérieure, donc on pourrait se contenter de la version numérique sur une tablette, etc. On a des achats, on a pas mal d'achats de soutien, en fait. Alors évidemment, on a des achats des gens qui disent ouais, c'est quand même plus pratique l'objet livre, je l'ai à côté de l'ordi, etc. C'est un beau cadeau aussi. Voilà, mais je soutiens votre initiative, je soutiens le fait que ce soit à disposition de tous, que ce soit mis dans et donc, plutôt que faire un don, en fait, j'achète le livre. Et puis, vous avez aussi des achats pour l'offrir, parce qu'il y a quand même des idées derrière où il y a des incitations à essayer un logiciel libre, à passer d'un logiciel propriétaire. Hein. Donc, il y a aussi des achats cadeaux, entre guillemets. Ouais. Et donc voilà, j'ai parlé d'Inlibro Veritas, d'Erol, d'Altramenta. Actuellement, on est en train de tester autre chose, c'est-à-dire que par exemple, cet ouvrage, Option Libre, il est donc sur notre site en vente libre, qui est un site sur lequel alors pas seulement Framasoft, mais par exemple des associations comme l'April, la Mouette, Framasoft, je ne sais pas s'il y en a d'autres, vendent un petit peu tous les produits qui sont issus des activités créées dans le cadre de l'association. Donc on peut le trouver sur le site en vente libre, mais on voulait aussi bénéficier de distribution plus large, ce qui nous a amené à déposer sur Lulu dans le cadre de partenariat que la société a avec Amazon. Donc on verra ce que ça donnera, mais par exemple cet ouvrage est en vente sur en vente libre. D'abord, il est téléchargeable sur le site de Framabook, donc en PDF. On peut y accéder en HTML, on va voir la version EPUB aussi, on peut avoir les sources, donc ça c'est la base. De cette page, on a accès en vente libre, sur lequel on peut l'acheter. Et ensuite, il est aussi disponible avec un autre ISBN, donc c'est une autre version du même ouvrage, sur Lulu. Donc il est un peu plus cher, mais c'est parce qu'en fait, on gagne beaucoup moins d'argent lorsqu'on essaye de rentrer dans les canaux de distribution classiques. Lulu qui, lui, permet ensuite de le diffuser via Amazon. Donc nous, notre volonté, c'était de bénéficier d'un public plus large, en fait, en utilisant les réseaux de l'édition à l'ère du numérique, entre guillemets, sachant que voilà, en ce moment il y a vraiment un clivage, même si tout le monde est en train de réfléchir à une nouvelle économie du numérique pour le livre. Là pour l'instant il y a l'édition classique avec les gros qui raflent tout, et dans le monde du numérique c'est un peu la même chose, mais là plus avec des sociétés, des distributeurs comme Amazon qui raflent énormément.
voilà sur ces aspects. Je ne sais pas si j'avais d'autres choses à dire, ça revient. Non, mais parallèlement, donc Lulu nous amène chez Amazon, mais parallèlement, on développe des relations de proximité aussi avec les libraires directement. Oui. On ne va pas passer par des espèces de regroupements. C'est directement un libraire qui nous contacte, comment je peux faire, et on cherche à lui trouver une réponse et éventuellement à le rencontrer. On est attaché aussi à cet aspect rencontre, à cet aspect local, et puis on est attaché aussi à ce que les librairies disparaissent pas toutes les unes après les autres. Oui. Et d'ailleurs, pour en revenir aussi, je parlais des rôles tout à l'heure, je disais qu'ils n'avaient pas forcément envie de reconduire la même initiative. Ça s'est vérifié sur mon bouquin, dans le sens où je vais probablement bientôt écrire un ouvrage avec Erol, qui à l'origine devait être celui-ci, mais c'était pas possible de le faire sous licence libre. En tout cas, la collaboration a été très difficile. Donc le pari a été pris de passer directement dans la collection Framabook, en tout cas de le faire sans Erol, mais de façon beaucoup plus libre et conforme à ce qu'on attendait. Et tu peux peut-être expliquer pourquoi il y a 3 licences sur ton livre, ou tu comptais le faire plus Ça, tard? j'y reviendrai après. Ouais. D'accord. C'est Parce que c'est amusant. Ouais, mais ça c'est un peu. Pardon? Ouais. J'ai pas entendu. Ah non. Oui, j'y reviendrai. C'est un peu des jeux de juristes. Mais effectivement, il y a 3 licences. Il est à la fois sous Creative Commons by SA, sous licence art libre et sous GNU FDL. C'est juste parce que c'est encore plus libre. À mes yeux. Là, un autre exemple très rapide, mais juste pour faire, même pas la comparaison, pour porter un peu plus loin de ce message. Est-ce que des personnes dans la salle connaissent Césamat? Césamat, c'est un énorme succès, mais dans un domaine encore plus de niche d'ailleurs que Framabook. C'est des manuels de mathématiques. Il y a des manuels et des cahiers. Les manuels au niveau... Moi, je suis prof de maths, donc je les utilise. Ce sont des manuels pour le collège de mathématiques, quoi. Comme vous avez les éditions Hatier, Hachette, Belin, etc. Vous avez une association de profs de maths, un peu comme Frabasop, mais pour les enseignants de maths, qui ont rédigé collaborativement et sous licence libre des manuels de maths. Alors ils sont arrivés, enfin c'est une bombe dans le monde de l'édition scolaire qui est un précaré, où il y a des grands enjeux financiers. Hein. Mais toujours est-il que sur un mode collaboratif et entre pairs, hein, c'est-à-dire il n'y avait pas des professionnels de l'édition au départ. Hein. Entre pairs, ils ont réussi à créer une collection tout à fait intéressante et qui a une certaine, comment dire, maintenant qui est diffusée, qui a une part de marché dans le. Je crois, oui, voilà, ils sont les 20-30% dans les collèges de France et de Navarre, quoi, en mathématiques. Sachant que le tout est sous GNU FDL et CC by SA, donc 2 licences qui sont aussi entièrement libres. N'importe qui peut donc photocopier l'ouvrage, le redistribuer, découper, en faire d'autres. Et plus que ça, sur le site, on peut créer ses propres fiches d'exercice, mais ça tu peux peut-être mieux le dire que moi. En tout cas, ils favorisent la réutilisation de tout le contenu qui est généré. Alors même qu'ils ont des partenaires comme Génération 5 ou Maillard, qui eux sont des éditeurs avec des logiques classiques d'éditeurs et avec un modèle économique qui leur impose de vendre un maximum d'ouvrages. Donc ce qui est vraiment intéressant. Oui, et puis du coup, parce que du coup, on peut les photocopier, on peut les imprimer quand on veut, où on veut, les enfants. Parce que sinon, avec un manuel classique, en fait, vous n'avez pas le droit de photocopier un exercice d'un autre manuel pour le mettre sur faire un montage, c'est totalement impossible. Enfin, en théorie, vous avez des restrictions à tous les niveaux. Sur la version numérique, ça ne marche que sur un système, que sur Windows, que sur machin truc. Là, c'est vraiment complètement ouvert. Et en plus, quand vous êtes dans l'univers du livre, vous posez aussi la question des formats. On ne va pas utiliser des formats fermés ou des formats qui ne pourront être lus que sur tel système. Voilà. Alors évidemment, ça pose après la question de... bien sûr, les éditeurs éducatifs qui avaient pignon sur rue, qui étaient là avant, c'est évidemment, il y a des points de tension, des points de friction. Mais eux sont là depuis longtemps.
Maintenant, il s'attaque au lycée, c'est véritablement une réussite. Alors après, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a de spécifique aux mathématiques, par exemple? Parce que c'est toujours plus facile où il n'y a pas en histoire géo, il y a des photos, il y a des droits, il y a des questions beaucoup plus complexes qui se posent. Là, les mathématiques, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de copyright sur les théorèmes, quoi. Il y a de la paternité, il y a un théorème de Pythagore, un théorème de Thalès, mais c'est plus un hommage qu'un respect des droits. En tout cas, c'est une expérience qui est vraiment intéressante, d'autant qu'ils engrangent pas mal d'argent, donc une association à but non lucratif, par cette activité, ce qui leur permet de financer des emplois pour générer encore plus de contenu. C'est un cercle qui est plutôt vertueux. Pour rebondir avec ce que vient de dire, ça c'est le plan, oui. Avec ce que vient de dire Alexis, en parlant d'interopérabilité, de plein de choses, ce qui est essentiel en fait, on parle, forcément je parle beaucoup des aspects juridiques parce que c'est mon métier et c'est les questions sur lesquelles je m'attarde le plus. En fait, le juridique, c'est qu'une part infime du logiciel libre, du libre de manière générale. Mais de la même façon que le droit dans la société, il va permettre d'encadrer, mais c'est pas lui qui donne, c'est pas lui qui crée les usages, c'est pas lui qui crée la façon dont les gens vont se comporter entre eux. Non, il est là pour encadrer, pour permettre justement que rien, quoi, que tout continue à tourner comme on souhaitait que ça soit le cas. Là, c'est la même chose dans le logiciel libre. Alors, c'est un peu brut là comme ça, mais bon, une présentation rapide du plan, puis après je reviendrai plus sur les aspects licence libre en fait, contextualisés. Dans cet ouvrage, en fait, je m'attarde même pas seulement aux licences libres. D'abord, je fais un panorama de la propriété intellectuelle. Bon, propriété intellectuelle, c'est un peu le terme banni si vous avez écouté la conférence de Richard Stallman il y a 2 ans, c'est ça, 1 an, 2 ans. Bon, peu importe, moi j'enseigne la propriété intellectuelle dans plusieurs masters. Je pense que dès lors qu'on comprend la propriété intellectuelle, qu'on comprend ce à quoi ça renvoie, il n'y a pas de risque de confusion. Le problème, c'est si on fait un amalgame, si au contraire on essaye de bannir un peu, on empêche aux gens de réfléchir sur le sujet, là ça devient dangereux. Mais après, c'est encore une fois une vision personnelle. Donc, présenter les différents droits, expliquant de manière très brève que chaque droit de propriété intellectuelle, chaque droit exclusif, j'y reviendrai à la notion, en fait a une finalité. On a créé le droit d'auteur, pourquoi? Genre on l'a pas fait comme ça parce que les industries se sont dit on a envie de gagner plus d'argent. Non, on l'a fait parce qu'on estimait que l'auteur apportait à la société et que la société en contrepartie pouvait lui apporter quelque chose. Là c'était un droit exclusif, c'est-à-dire que sur mon ouvrage, c'est pas le bon exemple parce que j'utilise des licences, on verra que c'est différent, mais même sur ce diaporama, j'ai des droits. À partir du moment où ce que je crée est original, je suis auteur et en tant qu'auteur, je peux interdire quiconque de réutiliser en l'état ou modifier ce que j'ai créé. Ça, c'est le principe. Je suis auteur, je dispose sur ma création, donc ces slides, cet ouvrage, du même droit, à peu près du même droit que je possède sur mon téléphone, une propriété. Que ça soit critiquable ou pas, c'est une autre question. Mais le droit d'auteur, c'est ça. La société qui confère une propriété, qui accorde une propriété à un auteur parce qu'elle considère que l'auteur lui apporte quelque chose. Et les droits exclusifs, voilà, c'est des droits de propriété sur différents objets. Le brevet, pareil, c'est la société qui considère que l'inventeur, parce qu'il apporte quelque chose à la société, donc une invention, mais qui répond à différents critères, il faut que ça soit vraiment inventif, il faut que ça soit susceptible d'application industrielle, il faut que ça soit nouveau, mais ça se précis à l'échelle du monde, et ça peut être nouveau, mais dans le sens où même il y a 2000 ans, on n'avait pas conçu quoi que ce soit d'identique. Donc c'est vu de façon très large. Bon, là, on va lui reconnaître un brevet, on va lui accorder un brevet. Voilà, il y a cette logique d'équilibre. Tous les droits exclusifs sont dans cette logique. La société vous accorde quelque chose à l'individu, parce que l'individu a apporté quelque chose à la société. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, d'une part, les mécanismes sont plus forcément adaptés, parce que la société d'il y a 2 siècles, pas forcément la société d'aujourd'hui. Et d'autre part, on a un système, donc le système de propriété intellectuelle qui avait été créé,
qui maintenant devient un peu autonome, c'est-à-dire qu'il a l'industrie qui est au cœur du système commence un peu à détourner les finalités. Donc on n'est plus dans l'équilibre initial. Et c'est là le problème. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était de reprendre les différents droits, d'expliquer les équilibres et de voir de quelle manière maintenant on avait quel était l'équilibre actuel et comprendre pourquoi on est arrivé là. Ça, c'était la première partie. La seconde, là, c'était partir des usages, en fait des différents mouvements de la culture du libre. Comment est-on arrivé au logiciel libre? Comment est-on arrivé au mouvement Creative Commons? Même chose dans l'embarqué, mais dans l'hardware, le matériel. Comment est-ce qu'on est arrivé, par exemple, à des sociétés qui font de l'argent en vendant des cartes mères ou des processeurs, ou en tout cas du matériel, par exemple, imaginons un ordinateur, uniquement libre. C'est-à-dire que n'importe qui ayant accès à toutes les specs, par exemple, de ce PC, si jamais il était sous licence libre, pourrait reproduire la même chose. C'est se tirer une balle dans le pied, dans la logique il y a quelques années. Il y a des sociétés qui font ce pari-là. Et comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'à là? Donc j'ai essayé de faire ce panorama qui est le plus exhaustif possible, mais certainement perfectible. On a la même chose maintenant dans le cloud, sur Internet, avec des sociétés qui font le pari de laisser l'utilisateur libre, c'est-à-dire d'accorder les mêmes garanties à l'utilisateur, de pouvoir partir, mais tout en conservant ses données, d'aller chez un concurrent, d'aller chez lui tout en conservant les services, de lui offrir la même garantie d'un utilisateur de logiciel libre à son logiciel. C'est-à-dire que personne ne puisse l'enfermer, en tout cas qu'il puisse le modifier, qu'il puisse le réinstaller à droite à gauche. Donc ça, c'était la deuxième partie. La troisième est plus sur la compréhension des licences même. Alors les licences, j'y reviendrai, mais c'est des contrats. Les licences sont des contrats, mais elles répondent à un schéma relativement simple. Quand on sait comment lire une licence, on peut le faire en 30 secondes, même 10 pages de licence, parce qu'on sait quelles sont les clauses à repérer et comment fonctionne la licence. J'ai essayé donc de présenter ce canevas. Et alors je dis dernière partie, mais en fait je crois que les deux sont dans la troisième. Là c'est plus d'ailleurs ce que je fais dans le monde professionnel aussi. C'est sur l'aspect gouvernance. Comment dans une entreprise, dans une collectivité, une institution ou même dans un projet, comment fait-on pour gérer l'utilisation de composants open source, d'open data ou de contenu sous licence libre? Qu'est-ce que ça change dans la façon de créer que d'utiliser toutes ces créations qui sont mises à disposition par des individus, des sociétés sur Internet sous licence libre? Comment faire pour faire bien? Ça c'est dans le livre que vous pouvez télécharger ou acheter le tout sur Internet dans les différents réseaux que j'ai cités. N'hésitez pas à interagir si jamais quelque chose vous semble trop incompréhensible, critiquable ou quoi que ce soit, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Bon, néanmoins, que sont les licences libres? J'aurais pu commencer par ça. Les licences libres, ce sont surtout des contrats, des contrats sociaux, dans le sens où la licence libre, c'est généralement ce qui, au sein d'un projet, va définir le standard, la règle de fonctionnement. Dernièrement, une conférence, on parlait justement de la gouvernance autour d'un logiciel destination des collectivités. Et la licence, c'était un peu la constitution. C'est-à-dire qu'à l'origine, les pères fondateurs du logiciel avaient choisi cette licence parce qu'ils avaient une idée de leur projet, mais comme des pères fondateurs d'une société pour avoir l'idée de l'évolution de la société. Et du coup, cette licence ensuite avait été le minimum sur lequel tout le monde était d'accord. Des concurrents venaient travailler sur le même projet. C'est un logiciel qui génère quand même, je ne sais pas, mais peut-être 20 millions d'euros en marché public par an. Donc c'est quand même un logiciel qui intéresse beaucoup de monde. Et toutes ces personnes coopèrent, collaborent autour de ce logiciel et sur le fondement de la licence qui est attachée au logiciel. Et oui, ce qui est important, Alexis le disait tout à l'heure, c'est que dans ce contrat social, déjà le partage, c'est la règle de base. Ensuite, il y a une idée de respect. Quand je dis respect, c'est chaque contributeur, chaque auteur
se voit attribuer ses contributions. On a dans le monde, je dirais, de la création traditionnelle, les contrats nègres, je pense que tout le monde connaît. C'est très fréquent qu'un créateur, en fait, ne soit pas, ou qu'un auteur ne soit pas identifié comme tel. Parfois même dans l'édition logicielle, même quasiment tout le temps, on ne sait pas quelle personne physique a créé tel logiciel. Je ne sais pas si vous savez qui, sur Microsoft Windows, a créé, par exemple, je ne sais pas, Internet Explorer. Quels sont les milliers de personnes qui ont contribué à ce logiciel? Personne n'est au courant. Peut-être la firme elle-même, mais personne ne le sait. Pour autant, d'ailleurs, ils ont un droit de paternité dans notre code de propriété intellectuelle, mais aussi aux États-Unis. Mais sauf que là, on en fait fi parce que personne ne s'intéresse à ça. Dans le logiciel libre, il y a presque une crispation sur ce sujet-là. Tous les contributeurs de Firefox, on peut les retrouver sur la page, je ne sais plus, mais sur Internet, en fait, on retrouve l'intégralité des contributeurs de Firefox. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, alors que la logique traditionnelle est de se dire, dans le doute, je ne l'identifie pas comme auteur, parce que si je l'ai fait, il pourrait ensuite utiliser ça devant le juge pour dire, attendez, j'étais auteur et il n'a pas demandé mon autorisation, il ne m'a pas donné d'argent, ceci, cela. Dans la logique du libre, au contraire, dans le doute, on va identifier les gens comme auteurs. Voilà, même si ce qu'il a fait, c'était pas vraiment original, il a débugué, il a fait une relecture haute. Ok, mais je lui attribue quand même une part de paternité dans ce qui a été créé. Et l'ouverture, encore une fois, c'est cette idée que quand on crée, on met à disposition quelque chose, alors avec certains objectifs en tête, mais finalement, on sait que la licence permettra éventuellement d'en faire autre chose si d'autres personnes avec d'autres idées s'emparent du projet ou se greffent sur le projet. Donc voilà, c'est un peu le contrat social, la vision, j'allais dire utopique, mais c'est ces idées que les licences libres amènent. Et ce qui d'ailleurs souvent pose problème aux industries classiques parce que elles n'ont pas du tout ces réflexions de base, même si ça peut leur apporter parfois pas mal de bien. Et ça peut poser problème. Bon, néanmoins, les licences libres sont aussi des contrats. Donc là, contrat, c'est-à-dire qu'un contrat entre deux personnes, moi, auteur, je cède à une personne qui accepte mes droits dans certaines conditions, conformément, par exemple, au formalisme du code de propriété intellectuelle, donc qui est assez rigoureux là-dessus. Donc voilà, titulaire de droit qui publie son œuvre en lui associant une offre de contracter. Alors, associer une offre, qu'est-ce que c'est? Par exemple, sur ce livre, ou sur ces slides, je précise, j'ai oublié de mettre l'auteur, parce que bon, j'ai oublié de le faire, peu importe. On précise la licence, je l'associe à l'œuvre, là la présentation. Sur l'ouvrage, pareil, on précise les licences, et ça sur le support lui-même de l'œuvre. Quiconque reçoit l'ouvrage, même si ce livre, je le laisse ici, demain quelqu'un, je ne sais pas, fait le ménage, voit le bouquin, quelqu'un rentre dans la salle pour travailler, voit le bouquin, le prend, il l'a en sa possession, il a la licence qui est associée à l'ouvrage lui-même, il en bénéficie, il peut maintenant bénéficier selon les termes de la licence de cet ouvrage. Et donc c'est une cession de droits de propriété intellectuelle non exclusive, gracieuse pour le monde entier de toute la durée des droits et pour tous les usages. Ça c'est un peu le réflexe de juriste, mais c'est tout ce qui doit être, tout ce qui doit se vérifier dans une licence pour qu'elle soit conforme en fait au formalisme du code de propriété intellectuelle. Donc non exclusive, c'est-à-dire que moi auteur, je cède selon les termes de cette licence, mais je ne m'empêche pas de faire autrement. Ça c'est très important dans l'économie, disons dans le monde marchand autour du logiciel libre, de l'open data ou autre. C'est-à-dire que souvent les entreprises sont dans une logique je vais diffuser de façon non gratuite, sous licence libre, en tout cas la cession de droit est gratuite. Mais par ailleurs, je ne m'empêche pas d'avoir un accord avec Oracle, avec je vais dire Sun, avec une autre société, si pour elle c'est plus pertinent et si pour moi ça me rapporte des fonds. Un bémol sur ce que je viens de dire. Quand je dis cession gracieuse, gratuite, c'est uniquement la cession de droit. Ce livre que j'ai entre les mains, si vous le voulez, il faut que je vous le donne. La mise à disposition de l'ouvrage, elle, je peux la faire payer. Ça, c'est classique. J'ai quelque chose, vous le voulez, j'ai un fichier sur mon PC, vous voulez y avoir accès, je peux vous faire payer l'accès. En revanche, une fois que vous l'avez entre les mains, une fois que vous avez l'accès au fichier, vous bénéficiez du fichier de l'œuvre grâce à la licence qui est associée.
il y a aussi pas mal de sociétés qui gagnent leur pain là-dessus. C'est-à-dire qu'elles vont, elles, développer des logiciels spécifiques sur base de logiciels open source, de logiciels libres, et elles vont faire payer ce développement, mais la mise à disposition de leur travail. Voilà. Ce phénomène s'étend à toutes les branches de la création et l'innovation. J'en parlais tout à l'heure rapidement, logiciel, texte, image, audio, vidéo, base de données, matériel, manuel. On voit maintenant aussi sur les services web. Et ça offre quelque chose qui perturbe. C'est un peu la seconde phase. C'est-à-dire que les sociétés ont eu du mal à se mettre au logiciel libre, à l'open source, à l'ouverture, l'open data et autres. Maintenant, ça y est, c'est fait. Les utilisateurs, les grands utilisateurs, je parle des banques, je parle des grandes distributions, par exemple, ont adopté du logiciel libre. Elles s'y sont faites, elles commencent d'ailleurs à contribuer un peu. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a aussi qui ont diffusé leur logiciel entièrement en open source, parce que de toute façon, ils étaient obligés, parce qu'ils se basaient sur des composants préexistants, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles reçoivent des contributions. Elles s'y attendent pas parce que c'est pas dans leur métier, c'est pas dans leur modèle économique, elles n'avaient jamais entrevu cette possibilité de recevoir des contributions, mais parce qu'elles mettent à disposition selon une licence libre, elles reçoivent des contributions de gens qui se disent bah tiens c'est bien, ce logiciel est bien, mais ça on pourrait le perfectionner, ça faudrait faire ceci, cela. Et elles ont ensuite à gérer les contributions qu'il y a en retour, et ça leur demande encore de rentrer de passer à un niveau supplémentaire. Pas de questions sur ces sujets-là? J'enchaîne, si jamais tu veux m'interrompre. Bon, ça, Alexis l'a fait. La Free Software Foundation fut la première à définir les libertés pour les utilisateurs. Bon, et ce qui est assez important, on parle de Richard Stallman, de la Free Software Foundation. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux sont focalisés sur les utilisateurs. Alors que Richard Stallman est un développeur, mais il est aussi un utilisateur. Et les libertés, elles sont uniquement tournées vers l'utilisateur. Moi, utilisateur d'un logiciel, je dois avoir le droit d'utiliser, je dois avoir le droit de copier, je dois avoir le droit de redistribuer, de modifier, de redistribuer de façon modifiée ou non. Mais elles ne vont pas considérer que le développeur, lui, donc celui qui reçoit et qui va en faire autre chose, et comment dire? Non, là, je m'embrouille. Contrairement à l'OSI, qui, elle, va définir les libertés que la licence doit contenir pour qu'une société puisse modifier, puisse créer autour de la licence. Donc, dans la définition de la Free Software Foundation, on va uniquement avoir les utilisateurs comme destinataires finaux de cette définition. Dans la définition de l'Open Source Initiative, on a celui qui met la licence. C'est-à-dire que moi, quand je crée un logiciel, je mets cette licence-là, voilà quelles sont les libertés qui doivent être contenues dans la licence pour que quelqu'un qui reçoit mon logiciel puisse ensuite redistribuer, modifier ceci, cela. Creative Commons, alors juste pareil, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Alexis, la plupart du temps, en tout cas la majorité des licences Creative Commons ne sont pas dites libres, non pas parce qu'on veut, parce qu'il y a un souhait de les mettre au banc de la société, mais simplement parce que une partie des licences Creative Commons s'intéresse à ce qui est commercial ou pas, en disant, ben voilà, moi je suis auteur, je diffuse ma musique sur Internet, je le fais parce que j'ai envie de faire don de ma musique, mais j'ai pas envie que quelqu'un se fasse de l'argent avec. C'est un peu cette... Je veux dire, c'est une facilité, oui, parce que ça a permis en tout cas à beaucoup d'auteurs, je pense, de diffuser leur musique sous licence Creative Commons, en se disant, moi j'ai envie que les gens partagent, mais j'ai pas envie que des gens se fassent de l'argent sur mon travail. C'est une logique qui existait dans le logiciel libre dans les années 90. Il y avait des licences pareilles qui différenciaient les usages commerciaux et non commerciaux et qui a disparu ensuite. Elle a disparu parce qu'au final, c'était sous-optimal pour créer ensemble, pour diffuser. Alors, on voulait diffuser, mais on empêchait certaines diffusions. Un exemple classique, sur Framasoft, on a la pub Google, encore, je crois. On a la pub Google. Bon, c'est critiquable. Quoi qu'il en soit, on perçoit de l'argent donc sur l'utilisation du site Framasoft. C'est-à-dire qu'on ne peut pas diffuser sur notre site Framasoft des contenus sous CC BY NC, par exemple. Quelqu'un qui a mis ses créations à disposition sur Internet dans une licence qui interdit les usages non commerciaux empêche des associations comme Framasoft de mettre plus en évidence, de promouvoir finalement leur propre création, alors qu'on n'a pas de... On a une association à but non lucratif. En fait,
tout ça pour dire, et il ne faut pas stigmatiser non plus, mais que la notion de commercial et de non commercial, je ne suis pas sûr que ce soit un bon débat. Mais en tout cas, ça génère beaucoup de difficultés et personne d'ailleurs ne réussit à s'accorder sur ce qu'est un usage commercial. Creative Commons a publié il y a 2 ans un rapport d'enquête sur voilà ce que les gens pensent de l'usage commercial ou non commercial. Donc c'est bien, on sait que par exemple 90% des gens vont considérer qu'un usage indirect c'est un usage commercial. Un usage commercial indirect est interdit par la licence CC BY NC. On sait qu'il y a 10% qui considèrent que c'était le cas. Qu'est-ce qu'on retire de ce rapport? Pas grand-chose en fait. On sait juste que les gens sont partagés sur ce qu'est un usage commercial ou pas. Bon, il y a plein de définitions sur ce qu'est l'open definition, c'est sur les données et les contenus, l'open source sur les logiciels, l'open cloud sur le cloud, l'open hardware, voilà. Pareil, alors là, une rapide couche supplémentaire sur ce que disait Alex tout à l'heure. On a des licences qui sont dites permissives, des licences qui sont dites copyleft. La notion de copyleft, qui est très chère à Richard Stallman et à la Free Software Foundation, c'est la constitution d'un pot commun. Quand je crée quelque chose, que j'y associe une licence de type copyleft, c'est que j'ai envie en fait de mettre mon œuvre dans un pot commun. Je sais que tout le monde va pouvoir puiser dans ce pot, mais personne ne pourra retirer, c'est-à-dire se réapproprier ce que j'ai fait. Si quelqu'un contribue sur ce que moi-même j'ai fait, à sa version améliorée, entre guillemets, en tout cas dérivée, elle-même devrait être sous la même licence. Copyleft, c'est ça. C'est dès lors que je prends quelque chose dans le pot commun, ce quelque chose et éventuellement ce quelque chose plus, quelque chose amélioré, lui-même reste sous la même licence. Donc le type de licence, c'est par exemple le GNU GPL, c'est la licence la plus utilisée. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas c'est une licence l'une des plus connues. FDL, LGPL, MPL, OSL, bon, il y en a des milliers. Il y a dans le domaine plus culturel, on peut parler de la CC BY SA, Creative Commons by SA, ou la licence art libre, donc il y a la licence qui a été rédigée, initiée par Antoine Moreau. Je crois que c'était en 2001. Bon, j'ai plus les chiffres en tête, que c'est plus récent dans votre s'il est intervenu là, mais je crois c'est en 2001, c'est ça, ouais. Qui a un superbe travail en fait de collaboration entre des juristes, des artistes et des développeurs. Donc c'est un beau texte pour ça. Surtout qu'il y a la plupart des licences copient les autres licences. D'ailleurs, on peut faire un arbre des licences en disant bah tiens, telle licence a été inspirée de telle autre, qui est elle-même inspirée de telle licence. Et à la fin, on sait que la Nokia Public License, par exemple, c'est une version modifiée de l'Eclipse Public License, qui est une version modifiée de la Mozilla Public License, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça apporte? C'est intéressant pour celui qui s'intéresse au sujet. Ça permet de comprendre quelles sont les clauses, quels sont les ajouts aussi. Mais aussi donc, l'esprit de chaque licence. La licence art libre, c'est une licence qui connaissait la GPL, qui connaissait bien notre licence, mais qui a été rédigée dans un esprit vraiment adapté à une pratique artistique de type copyleft. L'intérêt du copyleft, c'est que ça empêche la réappropriation pure. Pour une société commerciale, qu'est-ce que ça crée comme contrainte? C'est que finalement, il ne sera possible de valoriser qu'à la hauteur de sa seule valeur ajoutée. Pour différencier avec une licence permissive, imaginons que cet ouvrage soit sous une licence permissive, c'est-à-dire qui vous permet de faire à peu près ce que vous voulez de l'ouvrage. Quelqu'un relit l'ouvrage, corrige les erreurs de typo, rajoute 2-3 références, il rajoute 4 pages au final. Il le vend sous licence propriétaire classique. Ça, une licence traditionnelle permissive le permettrait. C'est-à-dire que moi, auteur, j'ai donné tous les droits. Ensuite, n'importe qui peut en faire quelque chose de fermé. C'est-à-dire que lui-même ne donnera pas les droits, même si c'est énormément basé sur mon travail. À la licence copyleft, si jamais la même personne fait des modifications sur mon ouvrage, sa seule valeur ajoutée, c'est ce qui va lui permettre de faire payer, par exemple, ce nouvel ouvrage. Mais quelqu'un qui va vouloir y avoir accès, par exemple, je ne sais pas, il sera peut-être prêt à payer 1 euro de plus que la version option libre qui est diffusée de manière gratuite. Il va pas repayer ce qui est déjà mis à disposition sous la licence copyleft.
Bon, voilà, ça j'en ai parlé, licence dite libre entièrement, CC BY, CC BY SA, licence libre GFDL. Et pour ceux qui... est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas les Creative Commons? Parce que j'en parle. Ouais, voilà, donc Creative Commons, c'est un socle de base. On permet la libre rediffusion sans modification, sans usage commercial. Et ensuite, on peut enlever et rajouter des petits logos. Si je mets ça, bon, maintenant il est obligatoire celui-ci. C'est pour dire qu'on est obligé de citer la paternité. Celui-ci, c'est qu'on n'a pas la possibilité de modifier l'œuvre. Celui-ci, c'est le share like. Si on modifie, il faut que ça soit sous les mêmes termes. Et celui-ci, on ne peut pas faire d'argent, donc l'usage commercial, à partir de l'œuvre. Ça, c'est la licence art libre, le logo de la licence art libre. Et ça, c'est la licence Yang, qui n'est pas une licence libre, qui ne répond pas à la définition de la licence libre, mais qui est assez intéressante parce qu'elle a intéressé j'utilise beaucoup le terme intéressé. Donc elle a intéressé, mais de manière financière, chaque contributeur à un projet, logiciel, artistique ou autre. Et l'idée, par exemple, c'est quelqu'un qui crée, un collectif d'auteurs qui crée un livre, le mettait sous licence Yang. Pour un usage commercial, n'importe qui pouvait l'utiliser gratuitement. Si quelqu'un vendait un usage commercial, dans ce cas-là, on redistribuait l'argent proportionnellement en fait, à l'apport de chacun. C'est un projet assez intéressant qui n'est pas très connu, mais bon, c'est toujours pareil, c'est très souvent une histoire de personne. Et je pense que son auteur n'a pas suffisamment poussé pour que la sauce prenne. Donc voilà, juste des notes. Ça, c'est plus des réflexes en fait quand on utilise les licences. À savoir qu'il y a les obligations de la licence auxquelles il faut prêter attention, mais il y a aussi le formalisme. C'est-à-dire que si par exemple, je sais qu'il faut que je respecte le copyleft, mais comment est-ce que je vais mentionner l'auteur et la licence de l'ouvrage? Les licences sont très figées sur cet aspect-là. Ça, c'est plus dans une logique, entre guillemets, industrielle. Comment, moi, collectivité, moi, même bibliothèque, moi, lycée, collège ou entreprise, je vais favoriser, je vais aider les gens à créer à partir de contenus sous licence libre. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Et généralement, ne serait-ce que dans la détection des sources, où les gens peuvent-ils aller chercher du contenu sous licence libre, il y a un gros travail à faire parce que ça facilite. C'est un peu ce qu'on essaie de faire à Framasoft aussi d'ailleurs, c'est de donner accès à toute la culture libre qu'on peut retrouver sur Internet. Ah oui, c'est ça que je voulais rajouter tout à l'heure. Je reprends l'exemple d'option libre. C'est bien parce que je l'aurais répété tellement de fois ce terme que tout le monde ressortira d'ici en se rappelant du titre de l'ouvrage. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la licence, on a essayé de mettre en place les outils qui permettent effectivement aux gens de s'emparer de l'ouvrage et de réagir. Là, je pense notamment à l'outil Comments, qui est... je sais pas si vous voyez, non, on voit quasiment rien. Mais en fait, le texte en version intégrale, donc il figure sur l'outil, on peut accéder à tout le texte. C'est pas très beau, mais l'intérêt de l'outil, c'est quand, avec la flèche, on surligne, donc comme on ferait sur Word classique, et ensuite on y associe un commentaire. Sur telle partie, par exemple, qui est en jaune, je ne sais pas, peut-être qu'il y a ce commentaire. Après, ce commentaire, on peut apporter des réponses. Plusieurs personnes peuvent surligner plusieurs parties communes pour associer des commentaires. D'ailleurs, la couleur après jaune devient de plus en plus rouge, de mémoire. Et après, on a un texte avec plein de commentaires sur le texte. Et le but, c'est de consolider à partir de ces commentaires. De profiter un peu de ce que les gens apportent à l'ouvrage. Parce qu'il y a un gros travail de ma part sur ce sujet-là, mais je ne détiens pas détenir la connaissance infinie sur ce sujet. En plus, je suis susceptible de faire des erreurs comme tout le monde, même sur un sujet que pourtant j'ai ressassé. Mais voilà, c'est de bénéficier un peu de ces retours de la communauté. Donc voilà, c'est quelque chose auquel j'étais assez attaché et je pense qu'il est important dans cette logique de livre libre et plus loin que on n'essaye pas de copier quelque chose qui existe, mais on essaye vraiment de créer un nouvel écosystème. Oui, j'avais rajouté ça tout à l'heure.
ce qui est intéressant dans le cas d'une médiathèque ou d'une bibliothèque, c'est typiquement du contenu sous licence libre, ça permet de diffuser. Quelle que soit la licence, de toute façon, on est dans un usage qui serait a priori considéré comme... Ça, si je me rapporte encore à l'étude, au rapport publié par Creative Commons, je pense qu'il y a 95% des gens devaient dire qu'en médiathèque et en bibliothèque, c'est un usage non commercial. Il y en a quand même 5% qui ont estimé que c'était commercial. Par exemple, dans un autre cadre, la SACEM en France considère que l'usage est commercial. L'usage en médiathèque est un usage commercial, donc soumis à rémunération des auteurs. Là, toutes les licences permettent de toute façon un usage dans les médiathèques et je pense que c'est important pour cela de favoriser un peu l'entrée, vraiment c'est ce que vous faites ici, mais voilà, favoriser l'usage de ce type de contenu. Par ailleurs, ça peut aussi permettre peut-être de nouvelles pratiques. Ça, je ne sais pas dans quelle mesure, mais je me dis, d'une certaine manière, les gens sont plutôt habitués à être passifs, c'est-à-dire que généralement, ils reçoivent, ils absorbent, puis ils repartent. Et là, l'idée derrière les licences libres, c'est aussi de favoriser la création, la contribution. Et je ne sais pas dans quelle mesure, mais peut-être que c'est un terrain aussi qui pourrait être exploré. De quelle manière on pourrait profiter de ces lieux collectifs pour aider les gens à créer ensemble. Voilà, c'est une réflexion personnelle. En tout cas, c'est quand même rare parce qu'en allant sur la borne tout à l'heure, vous pouvez intégralement télécharger tous les Framabook d'un coup en quelques secondes. Donc c'est assez rare de parler d'une collection de livres et de pouvoir repartir avec l'intégralité. C'est original. Ouais, c'est génial. Tu as terminé, Benjamin, c'est ça? Oui. Manuela, ou en tout cas, merci pour votre attention. Des questions? Malgré la météo. Y aurait-il des questions qui peuvent être des questions générales ou plus pointues Des réflexions personnelles, des rajouts, je ne sais pas. Des critiques? La question des licences, moi je vais me permettre de lui poser une question à Benjamin, il n'est pas du tout au courant, donc c'est pas préparé. Mais peut-être que certains sont des utilisateurs d'un ou de services Google, ça arrive ça arrive à beaucoup de monde, et on a vu Google changer sa politique de contrat dernièrement et tout regrouper. Donc il y avait énormément, chaque service, YouTube, Google Mail, je ne sais quoi, Google Maps, à chaque fois que vous avez un contrat d'utilisateur différent, là ils ont tout mis, ils ont tout simplifié, ça tient sur une seule page, enfin, et ils nous ont dit c'est pour votre confort, etc. C'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus clair. Donc moi j'avais envie de demander à Benjamin, mais comment on peut réussir à passer de 50 pages à une seule page? Est-ce que c'est vraiment pour notre plus grand confort, praticité? Quel est l'intérêt de Google de faire ça? Et ensuite, ce qui est quand même très intéressant avec la société Google, c'est que, alors elle n'est pas philanthrope, elle est pas dans comment dire, c'est pas des militants du libre comme on pourrait l'être nous entre guillemets. Par contre, il y a beaucoup de produits dont ils ouvrent les sources, dans par exemple Android, mais d'autres. Donc on a l'impression que d'abord ils savent très bien ce que c'est que le logiciel libre parce que les fondateurs sont des universitaires qui ont très rapidement compris. Et on a l'impression qu'ils vont l'utiliser quand ils veulent que le logiciel se développe d'une certaine manière, avec une certaine efficacité, etc., sur des bases beaucoup plus d'efficacité. Et puis par contre, il y a d'autres produits qui sont complètement fermés parce que ça les arrange. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire sur tout d'un coup ce changement de contrat chez Google qui a concerné bon nombre d'entre nous finalement, parce qu'on est tous plus ou moins utilisateurs d'un service. Et puis, que penses-tu de ces différentes, de l'approche Google du logiciel libre et de l'open source en général? Ouais. Alors sur la première question, je ne vais pas y répondre directement. Les licences libres, quand elles évoluent, par exemple, je vais prendre le cas de la MPL, la Mozilla Public License, qui est utilisée sur le projet Firefox. Elle a mis à peu près 1 an et demi avant de passer de la V2 à la V1.1, je crois, à la V2. La GPL V3 a mis quasiment 2 ans avant d'aboutir. Mais quand je dis 2 ans, c'est qu'en fait, généralement, il y a publication d'un premier draft, première proposition. Ensuite, il y a des commentaires sur les outils du type comments, d'ailleurs. Donc des gens qui rajoutent en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il manque quelque chose. Eux ils travaillent dans leur coin, ils reproposent un nouveau brouillon. Il y a des gens qui continuent à réagir sur la licence. Et donc la GPL V3, il y a eu 3 brouillons avec des milliers et des milliers de commentaires pour aboutir à une première licence. La MPL, il y a eu je pense à quasiment autant de contributions. À côté de ça d'ailleurs, Creative Commons, qui n'était pas du tout dans la même logique, maintenant fait quelque chose qui est assez similaire, c'est-à-dire qu'il
ils publient les lignes directrices de leur prochaine licence, demandent aux gens de réagir, et à partir de là, ils vont créer un premier draft. Donc c'est relativement intéressant de voir ce processus de création collaboratif. Voilà, tout ça pour dire que les conditions générales de Google qui ont été modifiées, en tout cas que tout le monde a vu modifiées d'un jour à l'autre, personne n'y a contribué, bon, c'est logique. Pourquoi? Parce que ça concerne uniquement un seul intérêt, celui de la société. Et il ne faut pas aller voir plus loin. On a vu, je ne sais pas si vous avez suivi Twitter, en fait, l'usage que Twitter fait, par exemple, des tweets. Et Twitter, donc cet outil de micro-blogging, blogage, je ne sais pas comment on dit, micro-blogging. Donc il y a plein de gens qui utilisent le service. Et sur les conditions générales d'utilisation de Twitter, au début, c'était quelque chose de plutôt tourné utilisateur, c'est-à-dire on vous garantit que vous êtes libre d'utiliser les services, que nous, on ne vous empêchera jamais rien de faire avec. Ce que vous faites vous appartient à vous et à vous seul. Puis ensuite, les conditions générales ont évolué au fur et à mesure. Et donc, mais en précisant, bien sûr, voilà nos conditions générales qui sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins de la société, ceci, cela. Elles ont évolué au fur et à mesure. Au final, il s'avère que maintenant Twitter, donc la société Twitter, est propriétaire de tous les contenus qui sont générés sur Twitter. Mais elle peut aussi en faire bénéficier tous ses partenaires. Et du coup, elle a valorisé ça en vendant plusieurs millions, sa base d'informations, donc tout ce que tous les gens avaient échangé sur Twitter, à une société. Ben voilà, Google, s'ils font ça, c'est que c'est pour eux la meilleure façon d'aboutir au service qu'ils veulent mettre à disposition plus tard. Mais encore une fois, là on est passif, entre guillemets. Soit on accepte, soit on n'accepte pas, mais si on n'accepte pas, il faut changer de service. C'est un choix. C'est Benjamin Bayard qui disait on a le FAI qu'on mérite, c'est ça? Ben là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que nous on choisit. Si effectivement on considère que l'outil est tellement bien qu'on est prêt à toute concession, bah, voilà, on le fait. Ce que font pas mal de pharmaceutiens vis-à-vis de l'usage de Google, des outils Google. Ou alors on se dit non, ça ne répond pas à ce que moi je veux en faire, et dans ce cas-là, on quitte l'outil. Voilà pour le premier commentaire. Sur l'aspect philanthropie, Google, philanthropie ou pas, là c'est complexe. Google a fait effectivement un pari sur le logiciel Android, par exemple. Ils ont réussi à offrir à des constructeurs, dans une industrie qui était relativement fermée, un système d'exploitation gratuit. Ça, c'était un changement radical. Et du coup, ils ont réussi à percer dans ce domaine où eux n'étaient pas du tout présents, et c'était relativement difficile d'entrer. Et là où beaucoup d'autres avaient échoué. Ils ont réussi à le faire. Maintenant, ce qui se passe, c'est des sociétés comme Microsoft, comme Nokia, comme Oracle, sont en train de sortir toutes leurs armes légales. Donc, je parle des brevets, je parle des droits sur les dessins et modèles, droits d'auteur, pour contrer Google et rendre payant ce qui, à l'origine, est gratuit. Donc, je vous dis ça parce que je pense qu'effectivement, la société, là-dessus, a apporté quelque chose. Elle a apporté de l'innovation, et les autres se servent de la propriété intellectuelle, qui, à l'origine, est là pour porter l'innovation, et ils s'en servent contre l'innovation, pour maintenir un régime, un système qui, eux, sert leur intérêt. Cela dit, Google, par exemple, lorsque vous mettez du code sur la forge de Google, interdit certaines licences. Si vous voulez utiliser une licence de type GPL, pas de souci, Eclipse, pas de souci, MPL, avant c'était bon. En revanche, toutes les licences qui ont une clause relative à l'utilisation par le réseau, après j'irai plus loin, sont interdites sur cette forge. C'est-à-dire que clairement, elles conditionnent les usages, donc elles ont un outil qui est génial. En revanche, elles limitent par leur politique en matière de licence les gens qui vont utiliser. C'est-à-dire que si je développe un super logiciel, que je le mets sur la forge de Google, je ne peux pas utiliser une licence de type Affero GPL. Pourquoi font-ils ça? Alors, le premier argument, c'était de dire parce que les licences ne sont pas très utilisées. En fait, ça ne tient pas trop parce qu'ils acceptent d'autres licences qui sont encore moins utilisées. Non, la vraie, entre guillemets, et là c'est plus mon avis personnel, mais à eux de démontrer le contraire, la principale raison, c'est que les licences de type Affero GPL, donc il y a une clause relative à l'utilisation par le réseau, sont des licences qui vont dire, ok, dans la GPL classique, si j'ai un logiciel que je le modifie, que j'en fais un usage privé, pas de problème. Si je le distribue, l'acte de distribution, bah là, il faut que je donne tous les droits avec, notamment sur mes propres contributions. Ça, c'est la GPL. L'Affero GPL et toutes les licences qui ont cette clause relative au réseau,
Elles vont dire, si je distribue le logiciel, mais aussi si je propose des services à partir du logiciel, il faut que je donne le logiciel et toutes ces modifications, ces contributions, sous la même licence. Ça, c'est la FéroGPL. Quand je dis un logiciel utilisé par le réseau, c'est par exemple un logiciel mail. Si je donne accès, si j'ai des utilisateurs, je leur donne un service, je leur vends un service, par exemple, je leur offre un service de messagerie, Gmail, Google Doc pour les documents, en fait, quasi tous les services Google. Ben là, on est dans la logique de la clause FéroGPL, clause réseau, et il faudrait que Google reverse toutes ses contributions portées sur les logiciels qui permettent d'offrir ces services. Ben ça, ils n'ont jamais voulu le faire. Ce qui se comprend, parce que ça voudrait dire que quelqu'un serait capable, si Gmail utilisait des logiciels libres intégrant ces clauses-là, quelqu'un serait capable de récupérer le code et d'installer exactement le même service sur d'autres serveurs. Donc Google utilise énormément de logiciels libres. La plupart de ces services sont basés sur des logiciels libres, mais aucun logiciel qui ont bénéficiant de ce type de clause. Pourquoi ? Parce que ça ne répond pas à leur modèle économique. Et ce qui est plus critiquable, c'est que parce que ça ne répond pas à leur modèle économique, ils conditionnent un peu les usages en disant nous on offre un super outil, mais les développeurs qui veulent utiliser notre outil ne peuvent pas rentrer dans cette logique de FéroGPL. Et j'ai un cas très concret en tête. C'était une société qui avait développé un logiciel de messagerie qui voulait mettre sous FéroGPL. Il le faisait sur la forge de Google. Il l'avait mis au début sur la forge de Google. Ils ont dû l'enlever pour la mettre à un autre endroit pour que la licence soit celle qu'ils souhaitaient sur la forge. Voilà. Voilà ce que je peux répondre sur Google. D'autres questions ? Pour vérifier que les licences libres sont bien respectées, c'est relativement difficile parce qu'une entreprise qui fait du logiciel propriétaire, s'il intègre du logiciel libre à l'intérieur, il doit aller voir comment ça marche, donc essayer de comprendre comment ça marche. Est-ce qu'on a des outils qui permettent d'aller vérifier s'il y a du code libre dans des outils propriétaires? Alors le problème effectivement c'est qu'un logiciel propriétaire fermé, c'est difficile de rentrer dedans pour savoir quels sont les composants utilisés. Les deux mécanismes, parce que c'est quand même très fréquent qu'on s'aperçoive qu'il y avait du libre dans le logiciel, par exemple Skype, il y a eu une condamnation en Allemagne parce que Skype utilisait du GPL, mais il y en a bien d'autres et beaucoup dans l'embarqué aussi. Et généralement la source, ce qui permet de détecter l'utilisation de logiciels libres, c'est soit la délation. Ça, je pense que c'est le critère numéro 1. À 90%, c'est des ingénieurs de la société qui vont révéler qu'en fait, ils utilisent du logiciel libre mais qui ne respectent pas la licence. Ou sinon, alors, il y a des outils, des logiciels qui permettent de faire ça. J'ai plus son nom en tête, mais il y a un Allemand qui a développé un outil binary, je ne sais plus quoi, code, qui permet d'aller chercher dans du binaire, de comprendre le binaire pour voir si dedans il y a tel logiciel libre qui est utilisé, tel type, bon, voilà. Ce qui est pas mal, parce que c'est relativement fastidieux. Et encore, son logiciel, pour l'utiliser, il faut mettre les mains dans le cambouis, parce que c'est vraiment pas simple, mais lui, il le fait très bien. Et sinon, il y a aussi, ça c'est notamment sur GPL Violation, des gens qui vont essayer, par exemple, de communiquer avec les logiciels pour détecter, en fonction des réponses, l'utilisation ou non de logiciels. Voilà, mais c'est la meilleure, en tout cas, toute la source d'identification, c'est de la délation. La rétro-ingénierie, c'est autorisé en France? Oui, en Europe, oui. D'accord. Même si l'entreprise dit que vous n'avez pas le droit d'essayer de comprendre comment marche mon logiciel? Ils ne peuvent pas empêcher. Ça fait partie, en fait, toujours dans cette logique d'équilibre. C'est-à-dire qu'eux bénéficient d'un droit d'auteur sur ce logiciel, mais n'importe qui peut. Mais c'est quand même limité comme exception, en revanche. Hein. Mais pour du reverse engineering, peut comprendre comment fonctionne le logiciel. Mais c'est une exception qui permet, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une exception au droit d'auteur du logiciel qui permet de comprendre à l'envers, en fait, étudier un logiciel pour savoir comment il a été conçu, de sorte à créer quelque chose d'interopérable. Voilà le mécanisme. Mais on ne peut pas l'utiliser pour d'autres types, par exemple pour développer un logiciel concurrent, ce qui limite quand même son intérêt. Richard Stallman, dans une interview, qui disait que, par exemple, Gmail était libre parce qu'il était sur les ordinateurs des ingénieurs de Google et qu'eux avaient accès au code. Et que les utilisateurs, eux, finalement, ils n'avaient pas le logiciel sur leur ordinateur.
Non, alors, dans quel sens? Il disait ça parce que Gmail utilise du GPL et que du coup il y avait distribué. C'est ça dans le sens où Ah, c'est tous les gens qui ont le logiciel sur l'ordinateur ont accès au code. d'accord. Ouais, c'est la différence entre le cloud, le service et l'utilisation cliente en fait. Ouais. Alors je sais pas. À mon avis, il faudrait revoir le contexte parce que qui disent que le Gmail est libre s'il n'y a pas de licence GPL, c'est un peu étonnant. C'est un peu comme si je disais que Microsoft est libre parce que j'ai installé sur mon PC. Mais je comprends la logique, c'est-à-dire que dans le cloud, on ne possède rien. Le jour où on veut fermer les accès, voilà, on n'a plus d'accès. Le jour, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais aussi il y a un mouvement qui s'appelle l'Open Cloud Initiative. Et l'idée, c'est j'utilise un service. Si je veux changer de fournisseur de service, lui s'engage, donc il y a une définition. S'il respecte cette définition-là, je suis en capacité de réinstaller le même logiciel, de récupérer mes données, de réinstaller le même logiciel sur mon propre serveur, chez un autre, ou d'aller chez un autre qui propose le même service, sans perdre quoi que ce soit. Parce que le problème du cloud, c'est ça, je suis sur Gmail, je veux récupérer, je veux changer de fournisseur mail, je veux aller sur Yahoo. Moi, je sais pas, j'aurais tendance à passer par mon PC, je télécharge tout, puis je upload. Je pense que c'est possible. Je ne sais pas si je perdrai pas des données, à mon avis, ici. Voilà, c'est pas du tout fait pour, et bien au contraire, parce qu'ils ont tout intérêt en fait à enfermer les gens sur leur service. Mais c'est vrai qu'il est intervenu sur l'aspect cloud. Après, je ne sais pas dans quel contexte, parce que avoir accès au logiciel, c'est la première, peut-être première chose, mais après, il faut aussi qu'il y ait une licence sur le logiciel. Sachant qu'en l'absence de licence, je ne l'ai pas dit, c'est le droit d'auteur classique qui s'applique, c'est-à-dire que tout ce que je n'ai pas cédé en tant qu'auteur, je le garde pour moi. Si j'ai mis aucune licence, je n'ai rien cédé, donc vous n'avez aucun droit. La seule limite, par exemple, si je vous vends un livre, l'acquisition, la cause de la vente, c'est pour que vous puissiez l'utiliser, le lire, tout ça. Donc je ne peux pas dire ensuite, je vous n'avez pas donné le droit de le lire, de l'utiliser et compagnie. Pareil pour un logiciel. Si je vous vends un logiciel, même s'il n'y a pas de licence, je ne pourrais pas vous empêcher d'en faire l'usage, la cause, la raison pour laquelle vous avez acheté le logiciel. Mais ça, mis à part, si je n'ai rien indiqué, c'est que vous n'avez aucun droit. Donc un logiciel qu'on aurait, exemple, si j'ai du Windows sans licence, je ne peux rien faire avec non plus. La licence est là que pour donner des droits. Voilà. Bon, on s'approche des 4 heures. Écoutez, merci beaucoup d'être venu. Oui. Oui, 4 interventions. Et puis merci pour l'invitation. On est ravis d'être là. Voilà. Et puis sinon il y a des Benjamin est à disposition si vous... pour le fameux option libre qu'on a bien vendu pendant 2 heures. Voilà. Au revoir. Merci. Merci. C'est ça que je voulais dire.